L'invité de ce nouveau numéro de Par 78, c'est un des plus célèbres bouchers de France, Hugo Desnoyers. Pourquoi un boucher dans une émission de golf ? D'abord parce que nous sommes en période de fête, mais surtout parce qu'il a été désigné comme l'un des ambassadeurs français de la Ryder Cup. Au moment où nous entrons dans l'année de la Ryder Cup, il est intéressant de savoir comment se porte le golf en France. Réponse pour l'ensemble des pratiquants avec Olivier Denis-Massé, directeur délégué de la Fédération française de golf, et pour le haut niveau avec Stéphane Arbeau de la Direction technique nationale. Et nous vous proposerons également quelques idées de cadeaux pour les golfeurs, des cadeaux qui leur serviront pour s'entraîner pendant les longs mois d'hiver. Et enfin, nous terminerons cette émission par le conseil du pro. Vous serez peut-être étonné que je vous entraîne dans une boucherie pour une émission consacrée au golf. Vous le serez peut-être moins quand vous saurez que le boucher qui est dans cette boucherie est un des plus connus de France, c'est Hugo Desnoyers, et qu'en plus c'est un des ambassadeurs qui a été choisi par les fédérations françaises de golf, un des ambassadeurs de la Ryder Cup. Je vais le retrouver. Je suis avec Hugo Desnoyers dans l'antre d'Hugo Desnoyers, ça va bien ? Ça va et vous ? Alors, on pourrait dire le boucher le plus célèbre de France. De ma rue déjà, c'est pas de la rue, c'est bien, mais quand même, on peut dire de Paris, on peut dire de France. En fait, oui, c'est ça, vous êtes un des plus célèbres bouchers. Alors, on va parler de boucherie, de votre métier, évidemment, parce que vous allez nous dire pourquoi vous êtes aussi célèbre et pourquoi vous respectez aussi bien les produits. Et puis, on va parler de golf, parce que vous êtes un des ambassadeurs de la Ryder Cup. Oui. Avec une belle pléiade d'ambassadeurs. Vous avez des académies musiciens, il y a Danny Boone, il y a Fred Testo, il y a Eric Orsena, Danny Boone, le professeur Saillant. Qui joue très bien au golf. Oui. Enfin, il paraît, c'est ce qu'il dit. Ah ben il paraît, non, c'est vrai. Mais vous aussi, vous jouez bien. Bien, j'ai dit 19,6 de handicap. Donc, c'est bien. Ça fait combien, une quinzaine d'années à peu près ? Ça fait 13 ans, oui. 13 ans. Alors on va parler un peu de votre métier. On dit souvent Hugo Desnoyers, la star des bouchers. C'est gentil. Non, mais c'est un peu vrai, non, parce que vous êtes un des défenseurs, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes un des ambassadeurs de la Ryder Cup, tout ça est lié, des produits, de la vérité. Alors, Patrice, moi je vais me permettre, la star des bouchers, je suis très content, mais la star ici chez moi, c'est les viandes. C'est les viandes, oui, absolument. C'est les éleveurs. Bien sûr. Je ne suis qu'un passeur. C'est vrai que j'ai depuis 20 ans cherché et trouvé des très bons éleveurs qui travaillent avec moi. J'ai évolué énormément dans la façon de les accompagner au niveau de l'alimentation, au niveau des prés, au niveau de ce qu'on appelle le bien-être animal. Un éleveur qui aime bien ses animaux, ça se voit déjà tout de suite, mais après, le transport à l'abattoir, changer quelques petits détails à l'abattoir, tout ça c'est fait depuis presque 20 ans maintenant. Ça c'est important. Là, il y a un travail en amont, c'est-à-dire qu'avant d'avoir les viandes qui arrivent chez vous, vous connaissez les gens qui les élèvent, c'est ça ? Oui, j'ai fait à l'époque, dans la première boucherie du 14e, j'étais ouvert du lundi au samedi. Le dimanche, je prenais ma voiture, puis je lâchais les bêtes. Donc au début, ça n'a pas été très facile pour moi, parce que je ne connaissais pas très bien le milieu du vivant. Et quand c'est son porte-monnaie, on apprend vite. On apprend vite, mais... On apprend vite. Et puis j'ai eu des belles rencontres, et puis aujourd'hui, je travaille avec les fils des éleveurs que à l'époque je côtoyais, et c'est bien. Donc oui, c'est ça, il y a des histoires d'amitié, de passation, de transmission aussi, de transmission de savoir. C'est important. Il y a un vrai débat aujourd'hui, dans la société justement, sur la viande, est-ce qu'on n'en mange pas trop, etc. Est-ce qu'il vaut mieux pas en manger bien et peut-être pas tous les jours ? Alors, moi j'ai toujours été partisan d'en manger moins et d'en manger de la meilleure, de la très bonne qualité. La viande a toujours été un produit cher, on appelle ça l'or rouge, c'est pas pour rien. Mais de tous les temps, ça a toujours été un produit vraiment excessivement cher. Après, c'est une vraie hérésie aujourd'hui d'en manger tous les jours, ou ne serait-ce que 5 fois par jour, c'est pas possible. Moi le premier, j'en mange 3-4 fois par jour des fois. 4 fois par semaine. Pardon. Mais voilà, ça sert. Après en France, on n'est pas des gens qui avons des élevages intensifs. C'est plutôt les États-Unis, les choses comme ça. Où oui, ça pollue la planète, où oui, c'est mal élevé, où il y a du soja transgénique, où il y a de la déforestation pour justement planter du soja. Ça, c'est une vraie connerie. L'inquiétude que moi j'ai aujourd'hui et que je soulève avec les clubs avec lesquels je compte, et on réfléchit à ça, c'est que demain, les hindous, les chinois vont avoir une population bien plus élevée, et ces gens-là, il va bien falloir les nourrir aussi. Il va falloir les nourrir, oui. Comment on va faire ?
cher, ouais. Ben oui, et puis d'un point de vue social et au niveau de l'argent qu'ils gagnent aujourd'hui, ils ont un pouvoir d'achat bien plus important. C'est bien qu'eux aussi, ils ont le droit, ils ont accès à ces produits-là. Oui, il n'y a pas de raison que Exactement. pour nous. On ne va pas donner le moral non plus. C'est pas évident. Alors là, on est dans le 16e arrondissement. Vous avez toujours votre boucherie dans le 14e, la boucherie initiale, celle que vous avez commencé. Puis vous avez ouvert une petite table d'hôte. Une petite table d'hôte, parce que je voulais, justement, par rapport au travail qu'on fait avec les éleveurs, je voulais que ce soit de la naissance à l'animal, à l'assiette. Et je trouvais ça super. Après, il y a 15 places, hein, c'est pas un grand truc. Mais 4 places, il faut réserver bien à l'avance. Ouais, c'est vrai qu'il faut réserver. C'est vrai que c'est convivial, les gens se mélangent. Il y a des canons qui traînent à droite à gauche, des bons morceaux de viande. On se fait goûter les plats, c'est sympa. C'est sympa. Alors on va parler un petit peu de golf. On le disait au début de l'entretien. C'est arrivé dans votre vie il y a une dizaine d'années, un peu plus. Ouais, 13 ans, quand j'ai rencontré ma femme. Ah, elle golfait. Ouais, c'était une golfeur de famille. C'est elle qui vous a amené. Oui. Ouais, c'est sympa, ça fait une belle activité. C'est sympa, puis on a la même passion, puis mon garçon aussi, donc c'est bien. Ça c'est mieux, parce que dans un couple, s'il y en a qu'un qui joue, l'autre il attend longtemps. Ouais. Alors, vous êtes un des ambassadeurs de la Ryder Cup. Ça s'est passé comment? On vous a demandé? C'est la fédération? Alors c'est le directeur de la communication, monsieur Mas, Olivier Mas, qui on s'est croisés justement à une partie de golf, un tournoi de mémoire. Et réfléchissant de son côté, vu déjà les ambassadeurs qu'il avait, il n'avait personne dans le domaine de la gastronomie, on va dire. Et c'est vrai que c'est une image. Une belle image. Parce que la Ryder Cup, c'est aussi l'image de la France qui se joue, de ce qu'on sait faire, du savoir-faire français. Ça devrait être une très belle fête. C'est une chance inouïe, non? C'est un rêve limite de gamin qui pourrait se réaliser. C'est génial. À l'époque, moi j'ai connu le golf à la télé, tu te rappelles, c'était Télé 2, Antenne 2 à l'époque. Oui. Et à l'époque, ils retransmettaient les majeurs de golf. Donc moi j'avais connu Ballesteros, Yann Woosnam, des gens comme ça, par le petit écran. Par le petit écran, ouais. Et là, j'ai toujours aimé. Ouais, c'est génial. Mais non, mais d'être au cœur de cet événement qui est quand même, c'est quand même le 3e événement le plus regardé au monde à la télé. C'est quand même un truc énorme. Et ce qui m'impressionne, c'est tous les copains maintenant qui savent que je suis ambassadeur, ils m'appellent de partout. Je peux pas avoir des places. Bah non. Et non, on peut pas quand même soudoyer les autres. Et je pense qu'il y a aussi des talents dans ce domaine-là. Quand on voit les jeunes Français sur les circuits européens ou les secondes, les Challenge Tour et tout ça, je pense que ça pourrait donner un vrai bon coup de boost, ça serait bien. Absolument. Un petit mot, puisqu'on est là, on arrive aux fêtes. Là. Qu'est-ce que vous conseillez? Quel est votre plat préféré pour les réveillons? Alors moi, je reste traditionnel, un peu notre culture judéo-chrétienne, on va dire. Moi, j'adore la grosse volaille, une farce fine à l'intérieur, et puis cuite tout doucement, bien arrosée pendant 3h30 ou 3h, 3h30. Moi, j'adore la volaille du Pâtis. Pascal Cosnet et sa femme Marie-Agnès, à Coulan-sur-Gé, dans la Sarthe, à côté du Mans. Notez les adresses. Ah bah ouais, non, c'est une volaille, pour moi, c'est une des plus belles volailles du monde avec la Bresse, bien sûr. Avec la Bresse, bien sûr. Et c'est vrai que tous les ans, c'est l'un et l'autre. Un coup la Pâtis, un coup la Bresse. Et moi, j'adore. Et c'est une belle période pour vous, parce que vous aviez à la fois votre métier et votre passion. Oui. C'est formidable. C'est une vraie chance, oui. Et on est ravis que vous soyez l'un des ambassadeurs, parce que merci beaucoup. C'est vraiment peut-être quelqu'un qu'il faut connaître. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup, Hugues. Merci à vous. Bonne fin de journée, messieurs. Merci. Quelle est la situation du golf en France alors que l'année de la Ryder Cup arrive à grands pas? On va en parler au siège de la Fédération avec Olivier Denis-Massé, qui est le directeur délégué de la Fédération, et Stéphane Arvaux, qui est le responsable du haut niveau. Olivier Denis-Massé, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes directeur délégué de la Fédération chargé de la communication et du marketing. Alors là, on est dans l'autre de la Fédé, à la direction technique nationale. Hein. Mais oui, c'est ici que en fait, tout se passe. Tout le monde travaille sur le sport de haut niveau, le sport amateur et le sport professionnel. Tout ça, c'est géré ici. Alors comment se porte le golf en France en 2017 ? Le golf en France se porte plutôt bien, puisque, comme vous le savez, on est à la veille d'une grande année pour nous.
une année de Ryder Cup. Donc on a bien entendu, on a anticipé un peu cette grande année. On a une croissance de nos licenciés, donc ce qui est très bien dans un contexte qui est assez difficile pour les autres fédérations et pour nos camarades aussi des fédérations de golf européennes. Donc on est en croissance. Ça veut dire que on a les structures pour accueillir et créer ces nouveaux golfeurs. Notre plan de 100 petites structures arrive quasiment à son terme. On a un objectif d'en avoir 100 en 2018. On est à 97, donc on y est presque. On y sera en 2018. On a plus de 410 000 licenciés. On a des nouveaux licenciés. On a des nouveaux golfeurs. Voilà, c'est ça un peu l'enjeu, d'amener aussi un nouveau public au golf. Visiblement, ça marche. Visiblement, ça marche. La billetterie pour la Ryder Cup a fonctionné. C'était une folie. Tout est parti en 2 heures. On a fait 2 vagues, tout est parti en 2 heures. Donc la billetterie, donc il y a un véritable engouement. Il n'y a plus de place, ça y est, c'est fini. Je crois qu'il va y en avoir encore un petit peu qui vont être remises en vente au premier trimestre 2018, mais c'est assez complet. Ouais. Après, on a des opérations de découverte du golf qui sont prévues pendant toute l'année 2018. On a un grand roadshow qui va s'appeler le Ryder Cup Golf Tour, qui va visiter toute la France. Alors il y aura dans les 12 grandes villes de nos grandes ligues, il y aura une grosse opération. Et puis après, il y a tous les clubs qui vont pouvoir s'impliquer aussi, faire des opérations portes ouvertes, des opérations de découverte. Donc l'esprit, c'est vraiment de populariser au maximum le golf, de faire découvrir cette discipline à travers ce grand événement à un maximum de Français et de les amener dans nos clubs et pour qu'ils découvrent même le golf. Puis on finira en apothéose par une super fan zone sur le parvis de l'Hôtel de Ville pendant 10 jours à Paris, la semaine précédente et pendant la Ryder Cup avec retransmission des matchs en direct, plein d'animations et tout. Et puis parce que c'est bien d'avoir un grand événement, mais il faut capitaliser dessus. Et c'est l'héritage de la Ryder Cup qui nous intéresse. Donc aujourd'hui, qui va se prolonger. Il faut que ça se prolonge après. Et puis après, on a une séquence qui est une séquence formidable, avec les Jeux de Tokyo et puis surtout Paris 2024. Ouais. Savoir que le golf national, ça sera le seul golf quand même au monde qui aura eu la Ryder Cup, qui a un Open du niveau des Rolex Series et qui aura les Jeux Olympiques. Donc c'est le seul parcours au monde, vous vous rendez compte? Si on se replace un peu dans l'histoire comme ça, c'était assez inattendu pour la France quand même. Si on se repasse à 20 ans, on était un petit pays de golf, on devient un grand pays de golf. Alors, on n'a jamais été considéré, parce que nos amis anglo-saxons nous ont toujours considérés comme pas une des nations majeures du golf. Il nous manque le grand champion, mais Stéphane nous en parlera tout à l'heure, qui va nous gagner un grand chelem ou un tournoi majeur et qui va nous permettre d'acquérir cette dimension internationale. Populaire, mais aujourd'hui, on a 750 parcours en France, on a des parcours de niveau, on a tout ce qu'il faut en fait pour on a un événement, des événements de classe mondiale, donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour devenir une des nations majeures du golf. On a la masse de golfeurs, on a vraiment tout ce qu'il faut. Et la résonance de Paris dans le monde, évidemment, c'est important. Ça nous a beaucoup aidé en fait, déjà dans la candidature, d'avoir cette ville Paris qui a attiré beaucoup de spectateurs, et là on se rend compte que sur on a beaucoup d'Américains qui sont venus, qui vont venir pour la Ryder Cup. On a 18 000 Américains qui ont réservé leur ticket pour la Ryder Cup. Donc c'est un succès qui est un succès mondial et qui devrait véritablement donner un coup de projecteur sur le golf français. Alors on a parlé avec vous de l'organisation du golf en France. On va peut-être maintenant parler du golf de haut niveau. Vous disiez, il nous manque peut-être encore le champion dont tous les Français rêveraient, dont tous les golfeurs français rêveraient. La victoire, il nous manque une grande victoire. Parce que je pense que les champions, on les a peut-être. Je vais laisser Stéphane. On va en parler avec Stéphane. Ouais. Merci infiniment. Merci Patrice. Alors je suis en compagnie de Stéphane Hervoux, vous êtes le responsable du haut niveau à la Fédération française de golf. On va parler des champions français, mais d'abord peut-être un mot sur le haut niveau amateur, parce qu'il est bon en France. Ouais, il est bon, le haut niveau amateur est bon encore cette année. On est heureux d'avoir une jeune, Agathe Lenné, 18 ans, qui a été sacrée championne d'Europe amateur, dame, donc ce qui la qualifie déjà
automatiquement pour le British Ladies Open de 2018, donc un majeur féminin, donc un tournoi pro. Donc ça c'est super chose pour elle. On a aussi Edgar Catherine, un jeune garçon de 18 ans qui a gagné les internationaux d'Afrique du Sud avant de gagner un tournoi pro sur l'Alps Tour, qui est la 3e division européenne cette année. D'accord. Donc 18 ans. On a aussi Thomas Boulanger qui a aussi s'est illustré cette année, qui a 17 ans et qui a gagné aussi un tournoi pro sur l'Alps Tour, qui est de la 3e division, l'Open de Saint-Malo. Il y a de la jeune génération qui monte là. Ouais, il y a de la jeune génération, donc ce qui est bien, c'était plutôt une année de transition un peu sur les équipes de France amateurs. Effectivement, cette année aussi titré championnat d'Europe par équipe handi golf, par une équipe de 4 joueurs qui se sont illustrés cette année en décrochant ce titre qu'ils cherchaient déjà depuis quelques années, mais ça y est, ils l'ont eu. Alors, vous avez parlé justement des femmes, le golf féminin, traditionnellement, il a toujours été plutôt très bon en France. Ouais, c'est vrai qu'on a eu des grandes championnes. Et là, cette année, on peut noter justement Céline Boutier qui évolue sur la 2e division aux États-Unis, sur le Symetra Tour, qui s'est illustrée cette année par 2 victoires. Elle termine 3e à l'ordre du mérite de ce circuit, et ce qui lui permet de monter sur le circuit pro féminin, première division américaine l'année prochaine. Donc ouais, là, elle va vraiment découvrir le très haut niveau mondial féminin. Et une fois cette saison finie, elle est revenue sur le circuit européen parce qu'elle avait également ses droits sur le circuit européen, et ce qui lui a permis de gagner son premier tournoi aussi en Chine il y a quelques semaines sur le circuit du Ladies European Tour. La semaine justement où après une autre Française venait de gagner en Inde son premier tournoi, donc Camille Chevalier, qui est aussi une rookie cette année sur le circuit et qui a gagné aussi son premier tournoi. Donc ouais, et aussi après donc des Cocorico. Cocorico et aussi sur le circuit américain, Karine Hichet qui continue justement son beau parcours là-bas aux États-Unis, qui finit 37e cette année du circuit. Donc et ces jeunes qui arrivent derrière en espère d'autres qui poussent, donc justement pour aller la chercher. Alors parlons des hommes, puisque évidemment la question à, je sais pas, 10 000 ou 100 000 euros que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y aura un Français dans l'équipe de la Ryder Cup? C'est la question que tout le monde pose aussi à Thomas Bjorn. À laquelle personne n'a de réponse, à part lui peut-être. Non, c'est peut-être pas encore justement. C'est difficile de savoir, de se projeter, mais en tout cas cette année on peut noter encore une Alexander Lévy qui gagne son 4e tournoi, donc il gagne un tournoi cette année, ce qui lui fait 4 sur l'European Tour. La première victoire de Romain Vattel aussi aux Pays-Bas, qui courait depuis un moment derrière. Derrière une victoire. Un retour fracassant de Victor Dubuisson en fin d'année. Victor Dubuisson revient, quoi. C'est un peu ça en fin d'année, voilà. Donc il y a un nouveau envie, quoi. Enfin, on sait pas. Ça, je sais pas si c'est de l'envie. Non, mais en tout cas, il aime les fins d'année. Il le montre encore cette année, ce qui lui permet d'être là actuellement 9e sur la liste des joueurs au classement européen pour la Ryder Cup. C'est incroyable. Donc il va falloir compter sur lui en 2018. S'il était sélectionné, ça serait un retour quand même époustouflant, quoi. On lui souhaite de connaître sa 2e sélection. Et après, il y a aussi des jeunes, Mathieu Pavon. Mathieu Pavon qui il y a 2 ans, qui était sur l'Alps Tour, l'année dernière sur le Challenge Tour, et cette année qui prouve, qui garde sa carte, qui a terminé 49e à la Race to Dubaï. Donc il a confirme sa progression. Et ensuite aussi Michael Lorenzo Vera qui est là, qui a fait une très bonne Open de France notamment. Super saison aussi cette année. C'est super ça qu'un Français peut gagner un tournoi majeur. Ce que tout le monde attend un petit peu quand même. C'est vrai que ça c'est la question. Personne ne peut attend répondre vraiment, mais ils ont les moyens. Ouais, on l'a vu dans le passé. Il y en a qui se sont approchés très proches de la victoire. Je repense rien qu'à Grégory Avray, c'était en 2010. Sans compter Van de Velde, sans compter. Et les autres, Van de Velde dans le passé, Thomas Levé aussi. Donc on leur souhaite, et en tout cas on voit, ils travaillent pour. La jeune génération arrive aussi, parce que sur Challenge Tour il y a eu aussi pas mal de victoires cette année. Des jeunes qui montent, qui vont monter sur l'European Tour cette année. Je pense à Clément Sordet, Adrien Sadier qui va revenir, Julien Guerrier aussi qui revient, et des jeunes qui arrivaient de cette 3e division, l'Alps Tour, qui montent sur la 2e division, le Challenge Tour. Ça serait quand même un joli signe qu'il y ait un Français dans l'équipe de Ryder Cup. Tout le monde l'attend, le public, tout le golf national, tout le monde l'attend. Et le public aussi, je pense que ça donnera une bonne ferveur populaire derrière. En tout cas, on le souhaite. Et eux le souhaitent aussi. Continuez à travailler comme vous le faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais de rien.
Je vous propose d'ouvrir notre séquence cadeaux, entraînement et matériel. Et pour ça, je vais rejoindre le magasin Golf Plus. Rémi Sévic, bonjour. Patrice Carmos, bonjour. Vous êtes le responsable du magasin Golf Plus de Pereire à Paris. Alors, évidemment, c'est la période des fêtes, des cadeaux, donc on va parler de cadeaux. Mais c'est aussi l'hiver, donc on peut s'entraîner. On peut d'ailleurs faire des cadeaux avec des objets d'entraînement. Ouais. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, par les objets avec lesquels on peut s'entraîner pendant l'hiver. Très bien, ouais. Alors, j'ai repéré 2-3 choses, et puis vous me dites à quoi ça sert. Alors, il y a, par exemple, cette plaque-là. Hein? Voilà, c'est une plaque qui sert donc à l'entraînement au putting. Ah, donc on la met par Voilà, terre. il faut la positionner au sol, D'accord. voilà. Le club vient se mettre comme ceci. Ouais. Et vous avez, grâce à la plaque qui est aussi un miroir, ça permet de voir vraiment où est-ce que vous êtes positionné, si vous êtes bien, vous avez les yeux bien au-dessus de la balle, et votre putter, grâce aux lignes, va permettre exactement voir si vous êtes bien dans la ligne et si vous restez bien en ligne, justement pour taper la balle bien perpendiculaire. D'accord. Voilà. Alors, il y a un deuxième objet. Autant, bon, le matériel pour le putting, j'aurais pu me douter, mais ça, il y a marqué Bunker Pro. Je ne vois pas du tout à quoi ça sert, vous allez m'expliquer. Oui, donc cet outil permet donc de travailler les sorties de bunker. D'accord. Et donc, je vous passe un sandwich. Un sandwich, voilà. Donc, suivant l'intensité que vous voulez donner à votre sortie de bunker, il faut absolument que la tête de club rentre dans cette zone-là. Donc on peut avoir une sortie de bunker courte en faisant une petite entrée dans le sable, ouais. Ou une sortie de bunker longue où on va reculer le point d'impact dans le bunker. Ah, c'est marrant. Alors Rémi, troisième objet, alors là, je vois pas du tout à quoi ça peut servir, c'est une sorte de petit boudin. Voilà, c'est un petit boudin qui s'appelle donc une barre d'équilibre, Balance Pro exactement. Vous avez deux marques noires où vous allez pouvoir positionner vos pieds. Alors généralement vous mettez plutôt sur les talons, comme ça vous allez sentir que le poids est plus sur l'avant des pieds. Et ça va permettre justement de pouvoir... Exactement, pour l'équilibre. Donc ça s'utilise aussi bien à l'entraînement avec les fers, au practice, avec au putting également. Aussi, c'est le même Absolument. Même et ça va permettre justement de travailler cette stabilité. Alors, là on a vu un peu l'entraînement. Ce que je vous propose maintenant, il y a évidemment, comme c'est la période des fêtes, il y a des cadeaux. Il y a notamment un arrivage de beaucoup de produits Ryder Cup, puisque on y arrive. C'est bien sûr de septembre 2018. Et nous avons un certain nombre d'accessoires qui ont été logotés pour la Ryder Cup. Voilà. Bon, on va regarder ça. Ouais. Ah ben voilà, regardez. Ah voilà, c'est le drapeau, voilà. Qui va avec. Ryder Cup 2018, donc beaucoup de produits évidemment. Oh, il y a même des petites peluches. Des petites peluches mignon, avec le Go Europe. Hein. Il y a des capuchons alors pour les bois, pour les putters, les casquettes évidemment. Les casquettes, les relève pitch, et même des marques balles. Pardon, je vais prendre ça. Oui, pour les smartphones. Les smartphones, exactement. Des couvertures de smartphones. Avec le logo Ryder Cup 2018, Golf National 2018. Voilà. Ouais, c'est marrant. Alors Rémi, on va finir rapidement avec quelques cadeaux Noël dans les couleurs de Noël, de la neige, du Père Noël, du rouge et du blanc. C'est ça, donc on a des petits sapins avec c'est très mignon. Les petits Père Noël, quoi. Petit Père Noël avec les serviettes et la balle. Voilà, exactement. Et alors, il y a un truc, moi, qui m'amuse beaucoup, c'est la boîte d'œufs, le breakfast des golfeurs. Alors, c'est une boîte d'œufs, regardez. Et je vais vous montrer les œufs. C'est très simple. Hop, les voilà. Ça, c'est très drôle. Ah, ça plaît beaucoup, oui. Vraiment. Donc ça, c'est des petits cadeaux abordables. Amusant, oui. Ouais. Et qu'on peut faire, ils sont très amusants. Alors voilà, on a vu l'entraînement, les produits Ryder Cup, les petits cadeaux, il y a de quoi mettre sous le sapin. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour mettre sous le sapin, exactement. Merci beaucoup Rémi Sévic. Merci Patrice Carmouze.
Bonjour, aujourd'hui dans l'Astuce du Champion, on a le privilège d'accueillir la numéro 1 française, Karine Ischer. Bonjour Karine. Bonjour Patrice. Bon ben voilà Karine, là je suis pas bien, je suis à 40 mètres dans un bunker. Je sais pas la faire celle-là. Patrice, c'est un par 5. Oui? Oui, oui. Bon. Qu'est-ce que tu as essayé de faire? De l'attraper en deux. De l'attraper en deux, voilà. Et tu ne pouvais pas attraper le green? Non. Alors le meilleur moyen dans ce cas-là, c'est de se laisser un coup qu'on aime faire. Et le meilleur conseil que je peux donner, c'est de jouer un coup pour se laisser en amont du bunker et ne pas se le mettre en jeu parce que la plupart du temps, c'est le coup le plus dur à faire au golf. Donc j'ai choisi de jouer un fer 8, donc un club beaucoup plus fermé que la distance normalement je ferais avec un sandwich par exemple. Donc les principes de base d'une sortie de bunker. On ouvre évidemment la face. Alors attention, ouvrir la face ne veut pas dire l'aligner à droite. Donc il faut bien faire la différence entre une face qui va être orientée à droite et une face qui va être ouverte. Donc en fait, j'affaiblis mon club comme ceci. Donc en fait, mon grip est complètement à droite de mon stance. À partir de là, je prends mon stance par rapport au grip. Je m'ancre bien dans le sol. Ensuite, je mets le poids sur la jambe gauche. Et j'y reste tout au long du swing. Très important, pas de transfert de poids. Et ensuite, c'est parti. Fantastique. Parfait. Facile. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Par 78.